Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours en ligne sur la lutte antidopage. Nous allons parler de l'organisation de la lutte antidopage, des risques qu'engendrent ces pratiques, ainsi que des moyens de prévention qu'il existe actuellement. Nous allons commencer par un historique des faits marquants de la lutte antidopage. Alors, il est clair que le dopage existe depuis la nuit des temps. Déjà à l'époque des Jeux de la Grèce antique, on trouvait des tricheurs qui utilisaient des substances ou des pratiques afin d'améliorer leur performance. Les boxeurs, par exemple, se nourrissaient de testicules de taureau dans l'espoir de gagner en force et en agressivité. Plus tard, les Incas mâchaient des feuilles de coca, plante qui permet de produire la cocaïne, afin de bénéficier de ces vertus stimulantes. Mais si on se rapproche de notre époque, on voit que les premières notions de réglementation antidopage arrivent dans le sport moderne dès 1920. En 1928, l'athlétisme interdit l'utilisation de substances dopantes, mais on n'avait alors pas le moyen de le vérifier. En 1960, le premier fait marquant de l'histoire du dopage survient. Un cycliste décède lors des Jeux olympiques de Rome d'hyperthermie provoquée par la prise d'amphétamines, qui sont de puissants stimulants. Quelques années plus tard, en 1966, les fédérations internationales de cyclisme et de football effectuent les premiers contrôles lors de leur championnat du monde. En 1967, nouveau décès marquant, cette fois lors du Tour de France, celui de Tom Simpson, qui meurt sur son vélo en pleine course. C'est cette même année que le CIO rédige la première liste de substances interdites. Les premiers contrôles font alors leur apparition lors des Jeux olympiques de Grenoble et de Mexico en 1968. Puis les stéroïdes anabolisants, très répandus à cette époque, sont interdits en 1976 par le CIO. C'est en 1988 qu'éclate l'affaire Ben Johnson, ce qui restera euh, comme l'affaire pour beaucoup la plus marquante, le plus grand scandale dans le dopage. Vainqueur du 100 mètres des Jeux Olympiques de Séoul, le sprinter canadien est alors disqualifié 2 jours plus tard pour un contrôle positif au stanozolol, un stéroïde anabolisant. Il y a alors à ce moment-là une prise de conscience générale de la problématique du dopage. Alors on a bien compris que l'histoire de la lutte antidopage a conduit à la création de l'Agence mondiale antidopage en 1999, qui a alors pour mission de promouvoir, coordonner et superviser cette lutte antidopage dans le sport sous toutes ses formes. Elle est notamment en charge de créer un code mondial antidopage ainsi que la liste des interdictions. Mais alors, qu'est-ce que le dopage? Selon l'Agence mondiale, il est défini comme une ou plusieurs violations des règles antidopage énoncées dans le Code mondial antidopage. Ce code est un document visant à assurer que les règles soient harmonisées dans tous les sports et tous les pays. Il est évolutif, mis à jour régulièrement, environ tous les 6 ans. Il comporte actuellement 10 règles principales à respecter. Nous sommes actuellement à la version 2015 et la prochaine version, qui est en cours d'élaboration, paraîtra en 2021. L'athlète en tant que tel a des responsabilités. Il est notamment responsable de tout ce qui entre dans son corps, ainsi que de s'assurer qu'il respecte la liste interdite de l'AMA et les règles définies par le Code mondial antidopage. Alors, quelles sont ces substances interdites considérées comme dopantes? Une substance dopante est une substance destinée à améliorer artificiellement les capacités physiques et/ou psychiques. Pour rentrer dans la liste, une méthode ou une substance doit remplir au moins 2 des 3 critères suivants: augmenter artificiellement les performances, représenter un risque pour la santé, enfreindre les valeurs de l'esprit sportif. Une substance ou une méthode qui remplit au moins 2 de ces 3 critères euh, est intégrée dans la liste des interdictions éditée par l'Agence mondiale chaque année. Cette liste est un document qui énumère les substances et les méthodes qui sont interdites en compétition et hors compétition, de même que les substances qui sont interdites dans certains sports.
Ce document fait partie des 6 standards internationaux qui sont mis en place par par l'Agence mondiale, qui sont donc la liste, les standards pour les contrôles, les standards pour les laboratoires, tout ce qui concerne les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, euh, tout ce qui concerne la protection des renseignements personnels et enfin les conformités au code des signataires. On va maintenant voir comment sont organisées les interdictions dans la liste. Il y a une distinction, on l'a dit, qui est faite entre les interdictions permanentes, c'est-à-dire en compétition et hors compétition, les interdictions uniquement en compétition et les interdictions spécifiques à certains sports. Pour les premières, on retrouve 6 catégories de substances et 3 catégories de méthodes. Ce sont ensuite 4 catégories de substances interdites en compétition et finalement une catégorie de substances interdites dans certains sports. Ici, on a une vision d'ensemble des différentes catégories de substances et des méthodes interdites avec toujours la distinction en et hors compétition. Donc, dans la liste 2019, la liste de cette année, les interdictions représentent plus de 300 agents dopants. Maintenant, pour vérifier que les sportifs ne transgressent pas le règlement antidopage, il faut bien sûr effectuer des contrôles et analyser les échantillons récoltés. Cette tâche est accomplie par les laboratoires accrédités par l'Agence mondiale. On a ici une carte représentant la localisation des différents laboratoires dans le monde. Il y en a environ une trentaine. Vous pouvez également remarquer que certains sont en jaune. Ce sont alors les laboratoires qui sont suspendus de manière temporaire. Ici, c'était le cas pour l'année 2017. Il faut savoir que les laboratoires, ils ont des normes très très strictes à respecter pour obtenir l'accréditation de l'AMA, de la WADA, et que cette accréditation, elle est renouvelée chaque année de manière systématique. C'est donc une pression énorme pour les laboratoires. En Suisse, on a un de ces laboratoires accrédités par l'AMA à Lausanne, le LAD, qui regroupe une équipe de biologistes et de chimistes avec une activité principale d'analyse qui représente plus de 16 000 échantillons par année. Le LAD a été l'un des premiers laboratoires à effectuer les contrôles sanguins pour les PO notamment, et ils reçoivent régulièrement des échantillons de grands tours cyclistes, des Jeux olympiques ou de différents championnats du monde. Une part des ressources du laboratoire est également dédiée à la recherche dans la lutte antidopage. Alors, comment se déroule un contrôle exactement? Je vous laisse regarder cette vidéo qui va vous l'expliquer clairement.
Voilà. Vous l'avez maintenant bien compris, l'organisme qui chapeaute le monde de la lutte antidopage, c'est l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, ou la WADA en anglais. Donc l'AMA a un budget total d'environ 30 millions, ce qui n'est pas énorme si on le compare à des multinationales ou même au montant du transfert de certains joueurs de foot. L'argent vient à parts égales du secteur public, représenté principalement par les gouvernements, et du CIO. C'est du 50-50. Pour chaque dollar versé par le secteur public, le CIO verse l'équivalent. Si on s'intéresse au niveau national, chez nous, c'est Antidoping Suisse. Notre agence nationale antidopage a un budget annuel qui avoisine les 5 millions. Ici, l'argent vient pour plus de la moitié de la Confédération avec 54%, puis de Suisse Olympique, 40%, et le reste vient de diverses prestations de contrôle qui sont effectuées par l'agence durant l'année. En comparaison, le budget total de Suisse Olympique représente environ 77 millions. Donc on voit aussi ici que la part allouée à la lutte antidopage n'est finalement pas très importante. Prenons maintenant quelques chiffres pour se rendre compte de l'évolution du nombre de contrôles. On a ici un graphe qui représente cette évolution de 2008 à 2017 pour l'AMA. On voit qu'on oscille entre 250 000 et 300 000 échantillons par année depuis 10 ans, avec une augmentation ces dernières années ici de 7% entre 2016 et 2017. On pourrait alors penser que finalement il n'y a pas tant de progression et que la lutte ne s'intensifie pas tellement au vu de ces chiffres. Cependant, si on regarde maintenant le pourcentage de cas positifs sur la même période, on remarque une nette augmentation. Cette augmentation se remarque de manière plus prononcée sur les sports non olympiques. Le processus n'augmente donc pas massivement en termes de nombre d'échantillons, mais plutôt en termes de qualité d'analyse et de ciblage, avec une recrudescence des contrôles hors compétition et dans un éventail de sports toujours plus vaste. Si on regarde les chiffres concernant Antidoping Suisse, on arrive à des conclusions similaires. Ici, on a le total d'échantillons depuis 2014 et on ne remarque pas forcément de grande augmentation en nombre sur la période des années 2014 à 2017. Cependant, on a une tendance générale à l'augmentation dans le temps, si on considère les chiffres depuis les années 90, fortement influencés par les contrôles hors compétition, ici en bleu foncé. Le pourcentage de cas positifs évolue quant à lui en dents de scie, c'est le trait jaune, en fonction des nouvelles techniques d'analyse et des événements majeurs. On peut alors remarquer que les pics correspondent en général aux années olympiques ou pré-olympiques, comme le premier grand pic aux alentours de l'année 2000 et le suivant juste avant 2010. On a maintenant vu le cas général de l'agence mondiale et le cas spécifique d'une agence nationale antidoping suisse. Mais il faut être conscient qu'au centre du processus se trouve l'athlète et que ce processus comporte différents acteurs qui fonctionnent ensemble afin d'une part d'organiser les tests, puis d'autre part de gérer les résultats de ces tests. Ces différents acteurs sont les organisations régionales antidopage, composées des comités nationaux olympiques, Suisse olympique chez nous, et des organisations nationales antidopage, antidoping suisse dans notre cas, ainsi que les fédérations internationales comme l'I2AF pour l'athlétisme ou la FIFA pour le football, par exemple, et bien sûr le CIO. Au niveau supérieur, on retrouve l'Agence mondiale et le TAS, qui est le tribunal arbitral du sport, qui lui intervient en bout de chaîne en cas de litige sur des cas positifs. On retrouve notre schéma des responsabilités de l'athlète. On a déjà parlé des deux premiers points, tout ce qui entre dans le corps ainsi que la liste des interdictions. On va maintenant parler des deux points suivants qui concernent la localisation ainsi que les autorisations à usage thérapeutique. Premièrement, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, les fameuses AUT. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une autorisation qui permet de prendre un médicament qui figure sur la liste des produits interdits pour des raisons médicales. Pourquoi?
Elle donne droit au traitement adéquat pour une pathologie diagnostiquée sans sanction en cas de contrôle positif. Pour qui est? Donc c'est pour tout sportif qui en a le besoin, mais il doit faire une demande d'AUT avant la prise du médicament en question. Et cette demande doit être faite au moins 30 jours avant une compétition. Au niveau de la procédure, on commence par faire une demande de formulaire à l'Organisation nationale antidopage. Ensuite, un médecin doit remplir cette demande et l'envoyer à l'organisation. Il y a alors un comité d'experts qui examine la demande et qui prend une décision finale qui est ensuite transmise à l'athlète. L'AUT, elle peut être accordée si la santé est compromise de manière significative, si le but est de recouvrer la santé et non d'améliorer les performances, et s'il n'y a pas d'autre traitement possible. Donc ces trois raisons doivent être réunies, autrement il n'y a pas de, de décision positive quant à l'accord sur, sur l'autorisation à des fins thérapeutiques, pardon. Attention, il faut bien avertir la possession d'une AUT lorsqu'on subit un contrôle et dire sur quelle substance cette AUT a été délivrée. Il faut aussi savoir que toute cette procédure, elle se fait directement auprès de la Fédération internationale du sport concerné si l'athlète est de niveau international. Avant de passer à la localisation, on va parler de la dernière méthode développée pour lutter contre le dopage. C'est ce fameux passeport biologique de l'athlète ou ABP. Alors les principes de base de l'ABP sont qu'il est individuel, il fonctionne de manière longitudinale, il y a donc un suivi sur le long terme. Il est basé sur un modèle statistique adaptatif et il définit ainsi les valeurs normales individuellement pour les paramètres biologiques, ce qui est très important car il existe une grande diversité dans la population des sportifs comme dans toute population au niveau de ces paramètres. On a donc un grand changement de paradigme qui a été effectué par rapport à l'ancien système qui utilisait des limites uniques, comme par exemple ces fameux 50% de taux d'hématocrite en cyclisme, qui était alors considéré comme la no start rule. Donc en dessous de 50%, c'était bon, en dessus, c'était élimination. Alors ici, pour voir un peu comment ça marche, on a le cas de l'hémoglobine, donc HGB. Alors, premièrement, les valeurs de référence du premier point, elles sont fixées en fonction du profil de l'athlète, hein. Si c'est un homme, une femme, de quelle ethnie il est, etc. Et ensuite, il y a des nouvelles limites qui sont calculées statistiquement, limites inférieures et supérieures, pour le deuxième point à partir de la première mesure. Et ce processus va continuer avec les points suivants. Plus vous avez de points, plus le modèle est précis. Il faut cependant un minimum de 4 points. Et si une valeur sort des limites, le passeport est alors catégorisé comme suspect et on va aller plus loin dans le processus d'enquête et d'analyse pour ce sportif-là. À quoi ressemble finalement un passeport? Donc là, vous avez un exemple. On a ici un passeport hématologique complet avec 4 marqueurs sanguins qui regroupe 7 paramètres hématologiques. Donc HGB étant l'hémoglobine et le RED le pourcentage de réticulocytes. Le off-score et l'ABPS sont des indices qui sont calculés à partir des différents paramètres que vous pouvez voir ici. Si on regarde l'évolution des échantillons ABP collectés par année depuis l'introduction du passeport en 2009, on voit qu'il y a clairement une augmentation qui se produit. De 5 000 en 2009, on est passé à pratiquement 30 000 en 2017 et ça continue d'augmenter. On se dirige ainsi vers une augmentation de plus en plus généralisée des passeports biologiques dans la lutte antidopage pour une lutte
plus individualisé et mieux ciblé. Alors, tout ceci m'amène à vous expliquer en quoi consiste le programme ADAMS. Donc, les sportifs de haut niveau qui sont choisis par les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage doivent se soumettre à un programme de localisation, entre autres, et fournir certaines informations comme l'adresse privée, le lieu et les horaires d'entraînement, le calendrier des compétitions, leurs emplois du temps et différentes périodes de disponibilité pour les contrôles. Donc, ils doivent avoir 60 minutes de disponibles par jour pour subir un contrôle. Donc ces informations, elles sont rentrées dans la plateforme en ligne Adams. Elles peuvent être actualisées vraiment à un moment. Donc voici une vidéo de présentation de ce programme Adams. Voilà. Maintenant que qu'on est bien au courant de tout le processus de la lutte antidopage, on va parler des différents risques sanitaires liés à quelques-uns des produits dopants les plus fréquemment utilisés, les plus répandus. Avec tout d'abord les stéroïdes anabolisants, produits très utilisés dans le milieu du bodybuilding, mais également par des sprinters, par exemple, pour des gains de puissance, de masse musculaire, etc. Donc, ils peuvent engendrer tout un tas d'effets négatifs. Tout d'abord, une forte dépendance psychologique, euh, une agressivité accrue, ainsi que des sautes d'humeur, un risque accru de maladies hépatiques et cardiovasculaires,
une hypertension artérielle, de l'acné, de la calvitie. Il y a également des effets spécifiques au sexe, avec pour les hommes une atrophie des testicules, des troubles de la libido et une hypertrophie de la poitrine, et pour les femmes une masculinisation pardon, et des irrégularités menstruelles, ainsi qu'une hypertrophie du clitoris. Au niveau des effets secondaires des cannabinoïdes, comme le chanvre, hein, on a une dépendance également psychologique et physique qui apparaît. On a une perte d'attention et de motivation, des perturbations de la mémoire et des capacités d'apprentissage, des faiblesses du système immunitaire, et on a également un risque accru de maladies respiratoires, hein, tout ce qui est cancer du poumon, cancer de la gorge, des BPCO, toutes sortes de maladies respiratoires qui sont connues également pour le tabagisme. Et ce qui est non négligeable, c'est qu'à certains moments, on a une apparition de psychose. Pour ce qui est des stimulants, stimulants très fréquemment utilisés également dans le monde du sport et dans le monde professionnel, on va avoir une dépendance à nouveau psychologique et physique qui va apparaître. À cela va s'ajouter de fortes anxiétés, une agressivité accrue. On peut avoir des perturbations de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Donc on va avoir une accélération, des irrégularités de ces paramètres qui peuvent être très, très dommageables pour la santé. Une déshydratation, hein, donc on l'a vu avec la mort par exemple de Tom Simpson, le cycliste qui utilisait des stimulants en plein effort. Ça fait deux facteurs qui vont induire une déshydratation qui, dans son cas, ont été mortels. Des troubles de la coordination et de l'équilibre, voilà, ce qui peut être très, très dommageable dans le cas de certaines pratiques sportives. Des insomnies, donc manque de récupération, des tremblements, des pertes de mémoire et des pertes d'appétit. Les risques sanitaires pour l'EPO, donc l'érythropoïétine, on en a beaucoup parlé dans le cyclisme, on en parle toujours, il n'y en a pas que dans le cyclisme, hein. Alors l'EPO, à la base, c'est un médicament hein, pour les anémiques. Utilisé à des fins de dopage, on a une hausse de la viscosité du sang, hein. Donc le sang devient très épais, ce qui est très dangereux pour l'activité cardiaque, bien sûr, hein. Des embolies pulmonaires, donc le risque accru d'accident cardiovasculaire et de crise cardiaque, bien sûr, vu que le sang devient très épais, le cœur doit travailler beaucoup plus pour le faire circuler. On a une faiblesse généralisée qui peut survenir, donc qui est totalement à l'inverse des effets recherchés finalement, hein. Une hypertension artérielle, des thromboses, des accidents vasculaires cérébraux, et finalement, il y a aussi un risque accru de cancer de la moelle osseuse qui apparaît avec la prise d'EPO. Donc, on a fait un peu le tour de quelques grands exemples des produits les plus répandus dans le dopage. Donc, il faut bien être conscient que des risques sanitaires, ils sont vraiment très présents, et ils sont vraiment pas anodins, hein. On l'a vu, ça peut, dans beaucoup de cas, mener au décès, hein, finalement. Et ces risques, ils sont pas toujours perçus par les jeunes. Donc, les personnes amateurs, que ce soit sportifs, amateurs en club, en équipe, etc., ne se rendent pas forcément compte de tous ces risques sanitaires et vont plus être attirés par les bénéfices des produits sans être vraiment conscients de tout ce que ça peut amener de mauvais. Et voilà, alors c'est deuxième chose dont il faut être vraiment conscient, c'est que le dopage, c'est pas réservé aux sportifs d'élite, hein. C'est de plus en plus répandu chez les amateurs de tout âge. Donc c'est pour ça qu'une prévention chez les sportifs amateurs est vraiment primordiale, tout comme chez les jeunes. Donc c'est là que vous pouvez intervenir par l'intermédiaire de l'école et des différents cours. Alors, ce qui m'amène
à parler de la prévention du dopage. Donc, les dangers du dopage, parlons-en. Donc, il y a tout un programme de l'Agence mondiale qui a été créé. On va faire un peu le tour de ce qui se fait. Donc, le programme dépendance du canton de Vaud, il y a le programme Cool and Clean, le programme, je l'ai dit, de l'Agence mondiale, et on a aussi l'Agence nationale chez nous, Antidoping Suisse, qui a un programme de prévention. Alors, le programme dépendance, donc je vous ai mis le lien direct ici, c'est un programme cantonal comportement problématique en lien avec les substances ou avec les écrans, un programme de prévention au milieu scolaire, donc c'est vraiment spécifique au milieu scolaire. Le but, c'est de prévenir les comportements problématiques chez les adolescents dans la vie de tous les jours. Hein, ça peut être l'alcool, le tabac, le cannabis, les écrans et toutes sortes de produits ou de dérives euh, physiques ou sociales. Donc ce programme de prévention des dépendances, il a été créé pour les écoles vaudoises. Hein. Sur leur plateforme internet, vous retrouvez tout un tas de documents thématiques. Il y a des documents vraiment par thème, l'alcool, le tabac, le cannabis, etc., etc. Et on trouve aussi tout un tas de partenaires qu'on peut contacter pour avoir de l'aide, pour faire des interventions. Donc, je vous encourage vraiment à aller faire un tour sur ce site. Le programme Cool and Clean, donc le programme Cool and Clean, vous en avez certainement tous déjà entendu parler. C'est un programme de prévention du sport suisse. Donc ça fait un certain moment. C'est écrit en 2003. Hein, donc vous voyez, il y a déjà plus de 15 ans. Le but, c'est un sport sain et loyal. Donc c'est pour des sportifs de 10 à 20 ans et des entraîneurs et, euh, et des moniteurs JS Jeunesse et Sport. Donc, c'est- ce sont tous les ambassadeurs Cool and Clean qui ont été sélectionnés et ils essayent de véhiculer, ils essayent pas, ils réussissent d'ailleurs à véhiculer ces cinq engagements. Premièrement, je veux atteindre mes objectifs. Deuxièmement, je me comporte avec fair play. Troisièmement, je réussis sans dopage. Quatrième objectif, je renonce au tabac et au cannabis et si je bois de l'alcool, je le fais toujours de manière responsable. Et le cinquième objectif, c'est un objectif personnel. Donc, tout sportif ou équipe qui adhère au programme Cool and Clean doit euh, formuler un objectif personnel. Je, blablabla, etc. C'est vraiment quelque chose qu'ils veulent atteindre personnellement et qui formulent dans ce programme Cool and Clean. Alors là aussi, pour ce programme, ça vaut la peine d'aller faire un tour sur le site. Il y a énormément de documentation. Le programme de l'AMA, donc l'Agence mondiale, là aussi, j'ai mis le lien direct pour ce qui est éducation et prévention. Donc l'Agence mondiale, vous voyez, elle existe depuis 1999. Donc ils ont accumulé tout un tas de ressources dans la prévention, dans l'éducation. Et ça fait quelques années qu'ils ont vraiment recruté des spécialistes de l'éducation, des spécialistes de la prévention pour mettre sur pied des programmes très spécifiques. Donc, il y a un programme d'éducation et de prévention à l'attention des parents et des éducateurs. Il y a des brochures disponibles. Il y a une série en bref qui explique assez simplement différents aspects du dopage. Donc ça, je vous les ai mis en lien sur le Moodle du cours. Il y a un quiz franc-jeu, un quiz jeunesse, donc c'est des outils interactifs en ligne que vous pouvez faire à vos élèves, à vos étudiants, à vos amis, etc. Il y a des outils éducatifs, il y a des jeux de cartes. Ils ont créé un jeu de cartes antidopage pour comprendre les règles, comprendre les risques, qui est très ludique. Et il y a aussi plusieurs mallettes à l'attention des différents corps de métier. Donc, en ce qui vous concerne, il y a la mallette éducative. Donc, c'est vraiment un document qui fait pratiquement 300 pages avec tous les thèmes du dopage qui sont traités sous forme théorique, sous forme pratique, de questionnaires, d'exercices, par niveau scolaire, etc. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Euh,
Ça, je vous la mettrai aussi sur le Moodle du cours, mais de toute façon, vous trouvez tous ces documents sur la plateforme WADA. Donc, allez faire un tour dans l'onglet ressources, il y a énormément de choses. Toujours de la WADA, donc là, encore une fois, le lien direct pour pas vous perdre sur le site, tellement il y a de choses, c'est la plateforme ADEL pour Anti-Doping e-learning. Donc là, c'est une plateforme qui est gratuite, hein, vous pouvez vous faire un compte et après, vous allez pouvoir explorer tous les sujets qui sont liés au sport propre et à la lutte antidopage sous forme de jeux, sous forme de quiz. En fait, c'est des cours en ligne qui sont totalement gratuits. Finalement, au niveau national, donc antidoping suisse, on a aussi toute une section qui est dédiée à la prévention, au e-learning. Donc là, on a un programme d'apprentissage mobile. On a même un jeu, Clean Winner, qui est de l'e-learning pour le niveau secondaire 1. Et ensuite, on a toute la section apprentissage, substances et méthodes qui est plutôt destinée au secondaire 2. Avec tous ces apprentissages, on a des tests en ligne qui nous permettent d'avoir des certificats, etc. Donc c'est vraiment très bien fait. Ça vaut la peine d'aller y faire un tour. En plus de ça, on a du matériel éducatif qui est à disposition pour les enseignants. On a des rapports annuels sur ce qui se passe dans le dopage dans le monde, en Suisse, etc. Des brochures explicatives et tout un tas d'informations diverses qui sont directement téléchargeables et ceci également totalement gratuitement. Alors, au niveau de la prévention, pour conclure un peu, on a vu qu'il y a des actions diverses qui venaient des différentes organisations, des différents organismes. Il y a des sources d'informations pour la mise en place de formations, de prévention sur cette thématique qui sont vraiment très très nombreuses. Donc, si vous avez l'occasion de mettre en place un cours ou une formation dans le cadre scolaire sur ce thème-là, n'hésitez pas. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites pour ça, qui sont disponibles. Et donc c'est clair que le dopage, c'est un thème, on en parle facilement dans la presse, c'est un thème qui interpelle et qui passionne les jeunes. Donc il faut vraiment utiliser cet intérêt chez les jeunes pour en parler, pour, voilà, pour que tout le monde soit bien au courant des choses. Et comment on peut le prévenir? Ça passe par la formation des jeunes pour essayer d'éviter après, voilà, de tomber dans des conduites déviantes, des conduites dopantes dans le cadre des sports. Alors, c'est pour ceci que l'école a vraiment un rôle à jouer dans cette prévention des conduites à risque chez les jeunes. Et je vous invite vraiment à utiliser toutes les ressources disponibles pour pouvoir aider vos élèves dans ce sens-là. Maintenant, pour terminer cette formation en ligne, euh, je vais vous demander un peu votre avis. Donc ça, c'est le devoir à faire pour la fin du mois d'avril. Donc il y a 3 questions. Le but, c'est voilà, de développer un peu ces questions, donner votre avis et le but, c'est de se revoir au cours prochain, en début mai, et de voir un peu ce que vous pensez de tout ça, d'en discuter, de me poser des questions s'il y en a, et voilà, ce sera un peu sous forme de débat ouvert, voir qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut faire. Donc les questions, c'est pourquoi faut-il lutter contre le dopage? C'est volontairement des questions très ouvertes hein, pour susciter la discussion. Deuxième question, comment imaginez-vous l'évolution de la lutte antidopage? On a vu que ça évolue rapidement. Et finalement, comment et par quels moyens de prévention, de votre point de vue, hein, toujours, est-il possible d'atteindre l'objectif de réduire le dopage chez les jeunes? Donc là, un petit peu plus spécifique à votre public. Donc voilà, on a fait le tour, on aura l'occasion d'en discuter. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Et je vous encourage maintenant à utiliser toutes les ressources pour se plonger dans cette problématique du dopage et de l'antidopage
et d'essayer de répondre au mieux à ces questions. Merci et à bientôt. En ce qui concerne l'hormone de croissance, hein, aussi très répandu dans les milieux amateurs, là on va avoir une apparition de céphalées très violentes, donc ce sont des maux de tête très importants. On peut avoir une perte de la vision, de l'hypertension artérielle et des défaillances cardiaques, apparition du diabète, des arthrites déformantes, une hypertrophie cardiaque, hein, donc une hypertrophie cardiaque qui est négative, contrairement au fait à l'apparition du cœur de sportif, hein, c'est vraiment pas quelque chose de naturel. De la rétention d'eau, des atteintes hépatiques et thyroïdiennes, et un phénomène assez reconnaissable, c'est l'acromégalie irréversible, c'est-à-dire qu'on a vraiment une hypertrophie des extrémités, que ce soit au niveau des jointures des doigts, du menton, etc. Donc ça, c'est un signe physique visible très, très important. La première action résultant de cet événement fut une introduction des contrôles antidopage hors compétition par le CIO l'année suivante, en 1989. Jusque-là, les athlètes n'étaient contrôlés que lors des événements sportifs majeurs. Et quelques années plus tard, en 1998, arrive la désormais célèbre affaire Festina sur le Tour de France. Le soigneur de l'équipe cycliste Festina, Willy Vogt, est attrapé par les douaniers français avec plus de 400 produits dopants dissimulés dans son coffre de voiture, 3 jours avant le départ du Tour. Il s'agit de la première affaire de dopage organisée mise à jour à cette époque-là. Cet épisode va à nouveau secouer le monde du sport et aboutir l'année suivante à la création de l'Agence mondiale antidopage. Ensuite, les JO de Sydney en 2000 arrivent et marquent également un tournant avec l'introduction des contrôles sanguins visant principalement les PO. Et lors de ces JO, il y a 13 cas de dopage qui sont révélés, dont celui de la sprinteuse multiple médaillée titrée Marion Jones. En 2005, la WADA met en ligne le programme de gestion et d'administration pour le dopage, ADAMS. Nous en reparlerons plus tard dans ce cours. En 2009, introduction de la première version du passeport biologique de l'athlète, que nous détaillerons également plus tard. D'abord dans le cyclisme, puis dans l'athlétisme en 2011. Ce passeport va être complété en 2014 par un module stéroïdien. La même année ont lieu les Jeux olympiques de Sotchi en Russie et l'affaire de dopage d'État de la Russie éclate avec les révélations du couple Stepanova et Stepanov, puis du directeur du laboratoire antidopage russe Grigory Rodchenkov. Dernier outil en date mis en place par la WADA, SpeakUp, qui est un programme qui permet de manière anonyme de dénoncer tout acte lié au dopage.